Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Lisa Natalini, je suis gérante de fortune et responsable du bureau de Nyon chez Bordier et compagnie. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Genet, je suis responsable de la planification financière de la retraite chez Bordier et je suis basé à Nyon et à Genève. Au nom de Bordier, nous vous souhaitons la bienvenue à ce webcast dédié à la prévoyance professionnelle. Alors, le but de ce webcast est de répondre à quelques questions pratiques que se posent les entrepreneurs et les professions libérales lorsqu'ils abordent ce thème. Alors, ce sont vraiment des questions issues du terrain, de notre pratique quotidienne. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'une formation de base sur la prévoyance professionnelle où on va reprendre le b.a.-ba, mais plutôt d'un échange destiné aux dirigeants de PME et aux indépendants qui s'interrogent sur la manière d'optimiser leur propre deuxième pilier. Donc, on va reprendre des aspects techniques liés à l'individualisation de la gestion, à la rémunération des avoirs, au rachat d'années et à la fiscalité, entre autres. Donc, que vous soyez en réseau individuel ou dirigeant de SA-SARL, restez avec nous car ceci vous concerne. Alors vous pouvez bien entendu nous poser vos questions à l'aide de la fenêtre qui se trouve sous la vidéo. Nous avons d'ailleurs déjà reçu quelques questions suite à l'invitation. Toutes ces questions sont traitées de manière confidentielle, bien entendu. On répondra à quelques-unes d'entre elles à la fin de ce webcast. Si vous nous le demandez, eh bien, nous vous contacterons ultérieurement pour que l'on parle de vive voix de votre situation personnelle. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Lisa, peut-être peut-on expliquer en quelques mots qui est Bordier et pourquoi un banquier privé comme Bordier s'intéresse à la prévoyance professionnelle? Alors oui, en quelques mots, donc Bordier est un banquier privé au sens traditionnel du terme, gérant de fortune depuis plus de 175 ans. Nous sommes experts de la personnalisation et de la gestion sur mesure. C'est une banque familiale, à taille humaine, entrepreneur depuis 5 générations. Et en quelques chiffres, c'est plus de 14 milliards d'actifs sous gestion et environ 270 collaborateurs dans le monde, ce qui nous place comme le plus grand banquier privé de Suisse. Alors, pourquoi la prévoyance? En fait, les avoirs de prévoyance peuvent représenter une part importante de la fortune de nos clients. Donc, Bordier tient à apporter un conseil patrimonial global à ses clients travaillant en Suisse et la prévoyance professionnelle fait bien entendu partie intégrante de ce conseil. Cela fait maintenant presque 10 ans que Bordier est impliqué dans la partie du deuxième pilier qui offre le plus de flexibilité, c'est-à-dire la partie dite hors obligatoire que l'on oppose à la partie obligatoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que certaines institutions de prévoyance professionnelle se sont spécialisées dans le deuxième pilier hors obligatoire en proposant à leurs affiliés de choisir librement leur stratégie d'investissement. Or, ces fondations ne sont ni gérantes de fortune, ni dépositaires des avoirs de prévoyance de leurs affiliés. Elles ont donc mis en place des partenariats stratégiques avec des banques dans une logique de complémentarité de métier. Donc, on parle ici d'une relation tripartite puisque une entreprise ou un indépendant va s'affilier à une fondation de prévoyance professionnelle hors obligatoire dont les avoirs seront déposés et gérés par Bordier. L'affilié bénéficie ainsi de toute notre expertise en matière de gestion de fortune. Alors, nous reviendrons dans les prochaines minutes sur les caractéristiques de ces dispositifs de prévoyance professionnelle hors obligatoire destinés aux chefs d'entreprise et aux indépendants. Mais je précise tout de suite que ces dispositifs ne sont pas réservés à des personnes spécialement fortunées, mais qu'ils vont concerner tout décideur avec un revenu annuel de plus de 120 000 francs environ s'il fallait fixer un seuil de pertinence. Alors Alexandre, première question. En règle générale, à quoi doivent être attentifs les professions libérales et les dirigeants de PME vis-à-vis de leur prévoyance professionnelle? Alors, il y a plusieurs aspects. Déjà, avec le vieillissement de la population, on observe une tendance à la baisse des taux de conversion. C'est même une tendance forte. Il y a et il y aura inévitablement une baisse des rentes de vieillesse servies par le deuxième pilier dans le futur. Il va falloir financer plus de retraités avec moins d'actifs. Et ça, c'est un défi durable auquel nous devrons faire face ces prochaines décennies. Il y a un autre souci qui est la relative faible rémunération des avoirs de prévoyance professionnelle. Alors, je ne parle pas du rendement que génèrent les caisses de pension, mais bien du taux d'intérêt qu'elles versent aux affiliés pour rémunérer leur épargne retraite.
Il faut savoir qu'avec le vieillissement de la population, certaines caisses de pension sont contraintes de prélever une partie du rendement des actifs pour participer au financement des rentes des retraités. C'est ce qu'on appelle la redistribution entre actifs et inactifs au sein de la caisse de pension. Alors, beaucoup de décideurs dans les PME se rendent compte de ces phénomènes, mais finalement, relativement peu adaptent leur deuxième pilier en conséquence, un peu comme s'ils se sentaient désarmés face à ce constat. Or, le dirigeant d'entreprise ou l'indépendant a cette chance, a cette possibilité d'agir de différentes manières pour améliorer sa présence professionnelle et même éventuellement celle de ses collaborateurs clés. Alors justement, hein, pouvez-vous nous expliquer comment on peut améliorer son deuxième pilier lorsqu'on est chef d'entreprise en réseau individuel, en SA ou SARL? Alors oui, je vais vous montrer un graphique pour répondre à cette question. Voilà. Donc, à condition de respecter des principes légaux, bien entendu, hein, vous pouvez, quel que soit votre âge, augmenter le taux de cotisation pour l'épargne retraite. On voit ici que ce taux de cotisation plafonne à 18% en fin de carrière dans un plan LPP minimum légal. Or, ce taux de cotisation d'épargne, eh bien, il peut être porté à 20% ou même à 25% et il peut être linéaire dans le temps plutôt que progressif. Donc ça, c'est un premier point. Il y a une deuxième possibilité, c'est supprimer ce qu'on appelle la déduction de coordination dans le deuxième pilier. Alors, elle n'existe pas toujours, mais parfois, elle est là. Et donc là, vous pouvez le voir sur ce graphique, la déduction de coordination, elle correspond aux environ 25 000 francs qui viennent éventuellement en réduction du salaire assuré, c'est-à-dire du salaire cotisant de l'affilié. Donc, on observe là à l'écran un exemple avec un affilié qui a 150 000 francs de revenus annuels dans un plan deuxième pilier classique, enveloppant. Enveloppant, ça veut dire que ça couvre à la fois la part obligatoire et la part hors obligatoire du salaire. Imaginons maintenant qu'il a une déduction de coordination dans son plan deuxième pilier, cet affilié, eh bien, il va cotiser sur seulement 125 000 francs environ, c'est-à-dire entre 25 000 et environ 150 000. Alors que sans déduction de coordination, il cotise dès le premier franc de salaire sur l'intégralité de son revenu. Il cotise à la fois sur la partie sous-obligatoire que vous voyez en jaune, à la fois sur la partie obligatoire que vous voyez en marron, et à la fois sur la partie sur-obligatoire qui est ici en orange, donc jusqu'à 150 000. Donc, c'est un peu plus intéressant pour lui en termes de capitalisation, bien entendu. En fait, c'est simple, plus le salaire cotisant est important, plus les cotisations d'épargne retraite seront élevées et plus les capacités de rachat également seront élevées. Donc ça, c'est une deuxième possibilité. J'en vois comme ça une troisième, c'est la possibilité de cotiser pour l'épargne retraite avant l'âge de 25 ans. En fait, un deuxième pilier, il peut parfois être adapté afin de débuter dès l'âge de 18 ans pour l'épargne retraite. Donc, le fait de réduire l'âge d'entrée théorique dans le plan deuxième pilier en question va créer de nouvelles capacités de rachat à des dirigeants qui seraient en fin de carrière et qui n'en auraient plus. Alors, c'est vrai que ces mesures ont un impact sur le budget de prévoyance professionnelle de l'entreprise puisqu'elles concernent a priori un collectif de collaborateurs. Je pense qu'il est tout de même utile de rappeler que les primes versées dans le deuxième pilier sont des charges déductibles du côté de l'employeur et qu'elles sont également déductibles du revenu imposable de l'employé. Ça reste donc une manière habile de capitaliser à long terme pour sa retraite et de manière fiscalement efficiente. Alors, si l'entrepreneur a déjà pensé à ces possibilités, est-ce qu'il peut agir autrement pour améliorer ses futures prestations de retraite deuxième pilier? Oui, absolument. Donc, l'indépendant ou le chef d'entreprise, décideur en matière de deuxième pilier, peut franchir une étape supplémentaire dans le contrôle de son épargne en sélectionnant un prestataire deuxième pilier complémentaire à celui qu'il a déjà. Alors, je vais vous montrer un autre graphique. Le voici. Alors, aujourd'hui, il faut savoir que la plupart des décideurs n'ont qu'un deuxième pilier. C'est-à-dire qu'ils cotisent à la fois dans cette part obligatoire que vous voyez ici en blanc et dans la part hors obligatoire, mais ils font tout ça au travers d'un seul pot de prévoyance finalement. Or, on peut tout à fait, tout en respectant le cadre légal, avoir deux deuxièmes piliers qui coexistent simultanément dans une logique de diversification. Donc, de manière schématique et simplifiée, on peut par exemple
réduire le salaire cotisant dans le plan de base préexistant afin de réduire voilà, le salaire à un montant minimum obligatoire. C'est ce que vous voyez en blanc hein, sur le graphique avec un prestataire que l'on appelle A, une caisse de pension A. Et par un jeu de vase communicant, on va assurer l'autre partie du salaire, celle qui est dite hors obligatoire, dans un autre deuxième pilier auprès d'un autre prestataire que l'on appelle ici B. Donc, dans l'exemple que vous voyez, on a d'une part les 25 000 premiers francs, mais aussi la part qui va de 86 000 à 150 000 francs, qui sont assurés par le prestataire B. Et donc, dans cette partie hors obligatoire, le décideur pourra choisir librement une stratégie de placement et bénéficier de l'intégralité du rendement qui sera généré. Et donc, en fait, hein, vous voyez qu'il est possible de rester fidèle à un prestataire deuxième pilier historique que l'on apprécie, tout en mettant en place parallèlement une solution deuxième pilier complémentaire sans forcément gréver le budget global de prévoyance. Donc, vous n'êtes pas obligé de résilier le plan de base, vous devez simplement l'adapter. Mais comment fait-on pour adapter, pour plafonner ce plan de base concrètement? Eh bien, c'est relativement simple. Hein. L'entrepreneur qui est décideur va envoyer un courrier à sa caisse de pension ou à son assureur LPP et la caisse de pension ou l'assureur va s'exécuter en plafonnant, par exemple, dès le mois suivant, le salaire pris en compte dans le plan de base ou en abaissant, par exemple, le taux de cotisation d'épargne dans le plan de base. Donc, c'est relativement rapide, hein, une fois qu'on a clairement identifié les impacts de ces quelques changements sur le collectif d'assurés. Alors, on vient de parler de rémunération des avoirs de prévoyance, mais à quoi faut-il être attentif sur ce point précis? Comme on l'a dit tout à l'heure en début d'échange, beaucoup de salariés et d'indépendants constatent qu'il existe un écart important entre le rendement des placements dans leur case de pension et le taux d'intérêt dont ils bénéficient réellement. Si je reprends l'exemple de 2019, il y avait presque un facteur 4 entre le rendement annuel moyen généré par les caisses de pension privées en Suisse et le taux d'intérêt moyen qu'elles ont versé à leurs affiliés. Donc ça, c'est un premier point. Il y a un autre aspect qui est important, hein, c'est que certains assureurs suisses, certains prestataires actifs dans le deuxième pilier aujourd'hui, auprès de nombreuses PME, proposent ce qu'on appelle une garantie totale des avoirs de prévoyance professionnelle épargnés, ce qui offre une certaine sécurité, hein, mais c'est un inconvénient majeur. C'est souvent une allocation d'actifs très défensive avec un rendement faible sur la part hors obligatoire qui est épargnée. Alors, c'est un problème hein, parce que j'aurais tendance à dire qu'il faut veiller à ce qu'en plus des cotisations de l'employeur, de l'employé, ce qu'on va appeler le tiers cotisant, hein, c'est-à-dire le rendement, eh bien, continue de jouer son rôle année après année dans le processus de capitalisation retraite de chacun. Un risque majeur, je pense, pour un salarié ou pour un indépendant, ça serait de disposer d'un avoir de prévoyance professionnelle qui serait finalement mal rémunéré année après année à long terme. Alors justement, hein, donc, avec cette problématique-là, on a des acteurs, quelques acteurs de la prévoyance professionnelle, des institutions de prévoyance qui sont actifs exclusivement dans la prévoyance professionnelle hors obligatoire et qui proposent de responsabiliser leurs affiliés en les associant directement au rendement sans filtre. Et donc, en fait, hein, si je résume, avec un plan de prévoyance complémentaire hors obligatoire, l'affilié assume le risque de placement, mais il peut également profiter des opportunités qui se présentent sur les marchés financiers car il va percevoir l'intégralité du rendement annuel réalisé sans cet effet de redistribution que l'on vient d'aborder. Peut-être en plus, hein, on peut ajouter que cette épargne se fait net d'impôt sur le revenu et net d'impôt sur la fortune pendant toute la période de capitalisation. Oui, absolument. Un autre sujet central est le rachat dans le deuxième pilier. Alors, faut-il pratiquer des rachats et pourquoi? Je rappelle peut-être d'abord que les rachats sont des versements spontanés effectués par l'affilié dans la caisse de pension, en plus des primes versées par l'employeur et par l'employé. Donc, avant de faire un rachat dans le deuxième pilier, il faudra effectivement s'assurer que la caisse de pension dans laquelle on cotise n'est pas en sous-couverture chronique,
et idéalement qu'elle rémunère correctement les avoirs hors obligatoires constitués par les rachats. Comme on l'a dit en introduction, on observe une baisse des taux de conversion, ce qui va impliquer une baisse des rentes de vieillesse. Donc les rachats ont cet effet, je dirais, agréable d'augmenter la capitalisation et de compenser partiellement la baisse des prestations retraite en cas de prise de la rente à la retraite. Et puis les rachats, ils réduisent aussi l'imposition sur le revenu, puisqu'ils sont intégralement déductibles du revenu imposable de l'affilié. Et ça, ce n'est pas un détail. Lorsqu'on est par exemple profession libérale ou chef d'entreprise, que l'on a la cinquantaine et qu'on dispose d'un revenu nettement supérieur à la moyenne. Effectivement, le fait de faire des rachats va souvent réduire l'imposition sur le revenu de manière significative et je dirais même de manière durable pour celles et ceux qui mettent en place une discipline de rachat annuelle sur plusieurs années consécutives, par exemple. Absolument. Il faut savoir que généralement, les affiliés qui réalisent des rachats dans leur plan complémentaire hors obligatoire, eh bien, ils vont retirer cet avoir sous la forme d'un capital à la retraite plutôt que sous la forme de rente. Ils vont pratiquer de la sorte pour des raisons fiscales et successorales. Alors d'accord, mais on paie tout de même un impôt lorsque l'on prend son avoir deuxième pilier sous forme de capital à la retraite. Alors, est-il vraiment intéressant d'économiser des impôts pendant la vie active avec des rachats pour ensuite payer un impôt au moment de la retraite? Oui, c'est intéressant de réaliser des rachats. Puisque, en tout cas, d'un point de vue fiscal, quand on retire son avoir de vieillesse sous la forme d'un capital à la retraite, on va payer un impôt dit de prévoyance qui est en fait un impôt sur le revenu, mais à taux réduit. Et ce taux d'imposition sur le capital de prévoyance, il n'excède pas 9% à Genève et environ 14% dans le canton de Vaud, par exemple. Donc, lorsqu'on a un revenu imposable nettement supérieur à la moyenne, eh bien, le taux marginal d'imposition sur le revenu que l'on a, il peut dépasser les 40%, même si l'on est marié, même si on a des enfants à charge. Donc, il est tout à fait judicieux d'économiser à chaque rachat près de 40% du montant racheté et, in fine, à la retraite, de payer lors du retrait du capital que 9% environ à Genève ou 14% à Lausanne, si je reprends les exemples de Genève et de Vaud. Alors, en général, la capacité de rachat globale dont on dispose est inscrite sur son certificat de prévoyance professionnelle. Que peut-on faire lorsqu'on arrive au bout de ces capacités de rachat ou lorsque l'on juge que cette capacité de rachat est insuffisante? Alors, en plus de l'augmentation du taux de cotisation d'épargne dont on a parlé tout à l'heure, on regardera d'abord le niveau du salaire assuré, c'est-à-dire le niveau du salaire cotisant. Si le budget le permet, on augmentera également, pourquoi pas, le salaire cotisant du dirigeant dans la limite de son revenu AVS, bien entendu, en supprimant par exemple une déduction de coordination existante ou en intégrant la part variable du revenu dans le salaire assuré. Un autre point à regarder, et on en a parlé brièvement également, c'est l'âge d'entrée théorique dans le plan. En abaissant l'âge d'entrée de 25 à 18 ans, pour les cotisations d'épargne, par exemple, on va créer de nouvelles capacités de rachat à des gens qui seraient en fin de carrière. Et puis, un point qui est fondamental et qui est contraire peut-être à une idée reçue, eh bien, le mode de calcul de la capacité de rachat n'est pas le même en fait, d'une caisse de pension à une autre. Alors, justement, on entend parfois parler de plan deuxième pilier 1E qui permettent une certaine individualisation du placement. Alors, à choisir, vaut-il mieux mettre en place un plan deuxième pilier complémentaire dès 86 000 francs de salaire annuel assuré, par exemple, ou vaut-il mieux mettre en place un plan 1E dès 129 000 francs? Alors, il est relativement difficile de répondre à cette question de manière exhaustive, rapide et tranchée, car on parle de deux dispositifs légaux qui sont différents. Et puis, je dirais que ça dépend, est-ce qu'on se place du point de vue de l'employeur ou de l'employé? Je vais cependant tenter de vous donner quelques éléments de réponse avec certains chiffres clés de la prévoyance. Je vous montre un nouveau graphique. Voilà, donc ici, vous avez un plan de prévoyance professionnelle hors obligatoire classique, collectif, sur la gauche de l'écran, en orange. Ce plan, il va débuter généralement dès environ 86 000 francs de salaire. En tout cas, il peut débuter dès 86 000 francs de salaire, en tout cas pour la partie surobligatoire.
et il va être en complément d'un plan de base minimum LPP déjà existant. Donc, c'est un plan de base qu'on aura peut-être au préalable volontairement réduit ou plafonné. Et dans ce type de plan complémentaire, donc on est toujours à gauche en orange, vous pouvez assurer une part de salaire plus importante que dans un plan 1E. Car le plan 1E, lui, ne peut débuter que dès environ 129 000 francs de salaire, comme on le voit cette fois-ci à droite de l'écran. Donc, vous aurez logiquement une plage de salaire cotisant plus faible dans un plan complémentaire 1E que dans un plan complémentaire collectif. Reprenons l'exemple qu'on a vu précédemment. Si vous avez par exemple 150 000 francs de salaire assurés dans le plan hors obligatoire de gauche, vous allez pouvoir cotiser de 86 000 à 150 000, notamment en tout cas, alors que dans le plan 1E, vous cotiserez uniquement de 129 000 à 150 000. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Un autre point important, je pense, à mentionner, c'est qu'il n'est légalement pas possible, dans le cadre d'un plan 1E, de tenir compte d'un taux d'intérêt maximal de 2% dans le mode de calcul des capacités de rachat des affiliés. Donc, la capacité de rachat des affiliés sera toujours, toutes choses égales par ailleurs, plus basse dans un plan 1E que dans un plan hors obligatoire collectif. Alors, une fois qu'on a dit ça, les plans 1E conservent tout de même une attractivité importante pour les grandes entreprises, pour les multinationales. Par exemple, celles qui souhaitent offrir à leurs cadres ou à leurs dirigeants la possibilité de bénéficier d'une stratégie d'investissement différente en fonction de chacun des collaborateurs qui seraient assurés. Il faut savoir qu'on peut choisir jusqu'à 10 stratégies de placement différentes dans un plan 1E, alors qu'on ne peut choisir qu'une seule et unique stratégie d'investissement dans un plan deuxième pilier hors obligatoire qui commence dès 86 000 francs par exemple. Oui, c'est vrai que le plan 1E va également permettre à certains affiliés relativement jeunes, donc avec un horizon de placement plus long, de choisir une allocation d'actifs plus dynamique, c'est-à-dire avec une quote-part d'actions potentiellement plus élevée que dans un plan surobligatoire qui débute dès 86 000 francs. Alors, pour conclure notre échange, quel conseil peut-on donner à un entrepreneur en raison individuelle ou à un dirigeant de société lorsqu'il doit choisir un deuxième pilier ou le faire évoluer? Je dirais que les dirigeants de PME devraient déjà, ou les indépendants, devraient déjà bien s'informer sur les différents modèles de prévoyance professionnelle qui sont aujourd'hui accessibles sur le marché. L'entrepreneur doit idéalement comprendre, en tout cas pour son plan de base, quelles sont les différences majeures qui peuvent exister entre une solution dite d'assurance complète et une solution dite collective semi-autonome. Par ailleurs, je dirais qu'il ne devrait pas hésiter à remettre en question une solution deuxième pilier qui aurait été mise en place peut-être il y a longtemps, sans grande conviction, ou même lors de la naissance de la société. Il faut savoir qu'en séparant la part obligatoire de la part hors obligatoire dans deux pots distincts, donc, on va parfois simultanément améliorer les prestations en cas d'invalidité, améliorer les prestations en cas de décès, augmenter la capacité de rachat, améliorer les perspectives de rendement, et tout cela sans forcément péjorer le budget de l'entreprise. Donc, plus généralement, j'ai tendance à conseiller aux entrepreneurs et aux professions libérales de diversifier avec leur deuxième pilier, comme ils le font parfois très naturellement avec plusieurs troisièmes piliers. Là, dans le cas présent, le cas de la prévoyance professionnelle, eh bien, un second prestataire deuxième pilier, je pense qu'il va offrir déjà une saine diversification et puis davantage de transparence sur les coûts et puis davantage de flexibilité en vue de la retraite. Et comment Bordier se positionne sur ces solutions de prévoyance professionnelle hors obligatoire? La Banque Bordier est partenaire de plusieurs fondations de prévoyance professionnelle hors obligatoire, qui sont des acteurs pionniers, leaders sur ce marché de niche. Donc, ce sont des fondations qui ont été sélectionnées, bien entendu, pour la valeur ajoutée qu'elles apportent. On l'a dit tout à l'heure, Bordier est banque dépositaire et gérant de fortune des primes d'épargne et des rachats qui sont versés par les affiliés. Donc, les affiliés, c'est-à-dire nos clients, finalement, eh bien, ils vont bénéficier simultanément
de l'expertise de ces fondations et de l'expertise de nos gérants de fortune. J'ajoute que Bordier va bien entendu proposer plusieurs stratégies de placement à choix et guider l'entrepreneur ou l'indépendant dans celle qui semble la plus adaptée à ses attentes et à ses besoins. Lorsque cela est possible, notre souhait est également d'apporter une vision consolidée aux clients. C'est-à-dire que nous considérons ces placements bancaires privés d'une part et ces avoirs de prévoyance professionnelle hors obligatoire d'autre part, afin d'optimiser sa situation financière globale. À profil de risque égal, une juste répartition des placements dans l'enveloppe de prévoyance et sur son compte privé va générer une économie fiscale pour le client, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, les coupons d'obligations et les dividendes d'actions ne sont pas imposés sur le revenu tant qu'ils sont dans la poche de prévoyance. Oui, effectivement. Alors, on veille à ce que le client comprenne en tout temps le but de la démarche d'optimisation de sa prévoyance professionnelle. On va déjà systématiquement lui présenter une vision consolidée de sa nouvelle prévoyance professionnelle avec ce nouveau plan de base qui aura peut-être été adapté et avec ce nouveau plan complémentaire qui vient en plus. On va aussi, s'il le souhaite, projeter sa future situation patrimoniale globale en intégrant sa prévoyance professionnelle dans le cadre d'un plan financier de sa retraite. C'est ça qu'on appelle justement la planification financière de la retraite. Alexandre, nous allons à présent répondre à quelques questions qui ont été posées avant et pendant notre échange. Oui, volontiers. Alors, première question. Vous avez parlé d'obligatoire et de hors obligatoire, mais au final, comment est fixé le taux d'intérêt qui rémunère mon deuxième pilier? D'accord. Alors, je pense que pour répondre à cette question, il faut distinguer la part obligatoire, effectivement, et la part hors obligatoire du deuxième pilier. Vous savez sans doute que le Conseil fédéral fixe un taux d'intérêt minimum LPP. Alors, il est aujourd'hui de 1%, ce taux, et il va s'appliquer uniquement donc, sur la part obligatoire de l'avoir de vieillesse de l'assuré, c'est-à-dire sur environ 61 000 francs de salaire annuel cotisant au maximum. Donc, toutes les institutions de prévoyance professionnelle sont tenues de verser ce taux minimum sur cette part de salaire et certaines, bien entendu, vont pouvoir fixer un taux plus élevé, bien heureusement. Par contre, pour la part hors obligatoire de l'avoir, eh bien là, les caisses de pension fixent un taux d'intérêt en fonction de leur situation, de leur performance, de leurs contraintes propres. Et on a observé ces dernières années, chez certains prestataires actifs dans le deuxième pilier, des taux d'intérêt annuels sur la partie hors obligatoire nettement inférieurs à 1%. Donc, je profite de cette question pour insister peut-être une fois de plus sur le fait qu'il est possible de choisir une caisse de pension strictement hors obligatoire pour bénéficier du rendement réel du placement sur la partie hors obligatoire du salaire cotisant. Merci. On nous demande ici, puis-je retirer une partie de mon deuxième pilier pour acheter un appartement à ma fille? Alors, clairement, non. Malheureusement, le montant qui est disponible dans la caisse de pension, il peut uniquement être utilisé pour l'acquisition de sa résidence principale. Alors, une fois qu'on a dit ça, tout n'est pas perdu. Il faut savoir que certaines fondations de prévoyance exclusivement hors obligatoire peuvent vous prêter une partie de l'argent que vous avez injecté dans la caisse de pension au préalable pour financer un bien immobilier de rendement ou même une résidence secondaire. Donc, il s'agit bien d'un prêt hypothécaire qui est accordé par la caisse de pension à certaines conditions et pas d'un classique retrait de l'avoir LPP, comme certains d'entre vous l'ont sans doute déjà fait. Donc, avec ce prêt, on va éviter de payer un impôt de sortie, comme lors d'un retrait, et on va pouvoir accessoirement continuer à réaliser des rachats déductibles du revenu imposable. Alors que vous savez sans doute qu'il faut normalement rembourser un retrait pour la propriété au logement avant de pouvoir réaliser des rachats déductibles. Donc, c'est une possibilité de financement, ce prêt hypothécaire, qui est intéressante et qui est encore relativement méconnue. Merci. Toute autre chose, un internaute veut savoir quel type de réserve déductible de son bénéfice il peut constituer dans le deuxième pilier. D'accord.
Alors ça, c'est une question déjà plus technique. Je pense qu'elle devrait intéresser les sociétés qui ont une trésorerie disponible importante ou une trésorerie qui serait peut-être excédentaire. Je vais parler de deux types de réserves. Il y en a une qui est relativement connue. Ce sont les réserves de contribution de l'employeur. Donc ça, ce sont des versements anticipés effectués par l'employeur dans la caisse de pension et qui servent exclusivement au paiement de la part patronale des futures cotisations, en fait. Donc, ces réserves de contribution, elles sont assimilables à une charge d'exploitation, elles sont déductibles fiscalement dans certaines limites. Par ailleurs, vous savez sans doute que les institutions de prévoyance ont l'obligation de constituer ce que l'on appelle des réserves de fluctuation de valeur. Donc, ces réserves, elles sont là pour compenser les variations inhérentes au marché financier. Donc, théoriquement, ces réserves, elles sont neutres fiscalement pour l'employeur affilié à une caisse de pension standard, entre guillemets. Mais là aussi, dans quelques fondations de prévoyance professionnelle hors obligatoire, eh bien, la constitution de ces réserves de fluctuation de valeur peut être déléguée à l'employeur affilié. Et ça, c'est intéressant parce que le versement de ces réserves par l'employeur dans la fondation de prévoyance vont constituer une charge d'exploitation déductible du bénéfice imposable de la société ou même du revenu imposable de l'indépendant. Oui, je me permets peut-être de rajouter un point. C'est vrai que si la caisse de pension le permet, on a remarqué que les réserves de fluctuation de valeur peuvent parfois être intéressantes en prévision d'une transmission d'entreprise ou être une alternative intéressante au paiement du dividende ou de bonus. Alors, une dernière question peut-être. On nous demande qu'advient-il des rachats effectués dans ces caisses de pension hors obligatoire en cas de décès? D'accord. Alors ça, effectivement, c'est un point crucial. Généralement, les dirigeants qui souhaitent avoir une approche plus active de l'investissement dans le deuxième pilier souhaitent aussi avoir plus de contrôle sur ce qu'il adviendrait de leur rachat si jamais ils devaient décéder prématurément. Donc, dans les caisses de pension hors obligatoire avec lesquelles nous travaillons, l'avoir qui a été épargné, y compris les rachats, bien entendu, vont toujours intégralement revenir aux ayants droit en cas de décès de l'affilié. Ils vont revenir à la famille proche, rien n'est perdu. J'insiste sur le fait que l'avoir capitalisé en vue de la retraite va toujours être restitué et qu'il ne va pas servir à financer des rentes ou à financer des capitaux en cas de décès, comme on peut parfois l'observer dans certaines caisses de pension. Bien, nous arrivons au bout du temps imparti. Nous ne pouvons malheureusement pas répondre à toutes les questions aujourd'hui. Vous disposez à l'écran de nos coordonnées complètes pour les personnes qui souhaiteraient en savoir plus. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Alexandre, merci pour toutes ces explications très claires sur un sujet bien complexe que l'on a essayé de vulgariser pour que chacun puisse en saisir les enjeux. Nous vous remercions pour votre attention, pour votre participation active et vous disons à bientôt pour un prochain webcast Bourdier. Merci Lisa, merci à toutes et à tous pour votre participation. Bonne journée et à bientôt.